Section 3 de Le blé en herbe par Colette. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Chapitre 7. C'est incroyable ce que les jours raccourcissent. Pourquoi incroyable? Vous dites ça tous les ans à la même époque. Ce n'est pas vous qui changerez quelque chose au solstice, Marthe. Qui vous parle de solstice? Je lui demande rien au solstice, qu'il me rende pareil. L'inaptitude des femmes à certaines connaissances est bien curieuse. On voit une à qui je explique une fois le système des marées, et elle reste comme un mur devant la CGJ. Au juste, ce n'est pas parce que vous êtes mon beau-frère que je vous écouterai plus que les autres. Seigneur, je n'ose plus à m'étonner que vous ne soyez pas mariée, Marthe. Ma femme, pousse-moi le cendrier, veux-tu? Si je te le pousse, on veux-tu qu'Audebert mette les cendres de sa pipe? Madame Ferret, ne vous mettez pas martel en tête. Il y a assez de coquilles d'ormeaux, tous les enfants au sommet sur toutes les tables. C'est votre faute, Audebert. Le jour où vous leur avez dit, c'est joli ce coquille d'ormeaux, ça ferait des sourires artistiques, vous avez transformé leur vagabondage sur les rochers en mission de confiance. Pas vrai, Fine? Oui, monsieur Ferret. C'est même pour cette mission-là que votre fille a abandonné sa première entreprise commerciale, Ferret. Vinca avait inventé, savez-vous quoi? De s'aboucher avec Carbonieux, le grand marchand d'oiseaux et de graines, pour lui fournir des os de marja ou les souverains s'aiguisent le bec en cage. Vinca dit un peu charmant? Non, monsieur Audebert, elle est plus commerçante qu'on ne croit la matine. Je me reproche quelquefois. Oh, juste, tu vas recommencer? Je recommencerai. C'est juste beau de recommencer. Voilà une enfant que tu prétends garder à la maison, bon. Quelle pâture donneras-tu à son activité morale et physique? La même pâture que la mienne. Tu ne me vois pas souvent me tourner les pouces, je crois, et puis je la marierai, un point c'est tout. Ma sœur est pour les vieilles traditions. Ce ne sont jamais les maris qui s'en plaignent. Bien dit Madame Ferret. L'avenir d'une fille, je sais bien qu'il y a une 15 ans. Finca a encore le temps de se découvrir une vocation. Eh, Finca, tu entends? Accusé, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Rien, monsieur Audebert. Rien, monsieur Audebert. Ah, tout en faire une bile. Nos enfants se fichent pas mal de nous, Ferret, et ils sont à calme ce soir. Ils ont mené une vie insensée. Finca n'a plus de fou, pour ainsi parler, à cette culotte de pêche. Marthe. Quoi, Marthe? Parce que j'ai parlé de culotte, on n'est pas des Anglais. Devant un jeune homme. Ce n'est pas un jeune homme, c'est Phil. Qu'est-ce que tu dessines, mon vieux Phil? Une turbine, monsieur Ferret. Ben, compliment au futur ingénieur. Audebert, vous avez vu la lune sur le gros A? Il y a 15 étés que je la vois se lever sur la mer, cette lune d'août, et je ne m'en lasse pas. Quand on pense qu'il y a 15 ans, le gros A était nu, et que se levant tout seul, qui a semé ces petits arbres? Faut me raconter ça comme un touriste, Ferret. Il y a 15 ans, je cherchais un coin sur la côte pour y manger mes premières 600 balles d'économie. Déjà 15 ans. C'est vrai, Philippe ne marchait pas tout seul. Ma femme, qui a regardé la lune. Je te demande un peu si tu ne l'as jamais vue depuis 15 ans, de cette couleur-là. Elle est, ma foi, elle est verte, absolument verte. Philippe leva sur Vinca des yeux inquisiteurs. On venait de voter un temps où elle n'était visible pour personne, et cependant, déjà un peu vivante. Il ne gardait d'ailleurs aucun souvenir précis de l'époque où ils trébuchaient ensemble sur ce sable blond des vacances. La petite femme ancienne, aussi blanche et charmounie, s'était dissoute. Mais quand il disait dans son cœur Vinca, le nom appelait, inséparable de son ami, le souvenir du sable, chaud aux genoux, serré et fuyant au creux des paumes. Les yeux bleus de la pervenche rebouchèrent ceux de Philippe, et comme eux, impassibles, se détournèrent aussitôt. Vinca, tu ne demandes pas de coucher? Pas tout de suite, maman, s'il te plaît. Je finis le refesto de la barboteuse pour Lisette. Elle parla d'une voix douce, puis rejeta loin d'elle et de Philippe les pâles ombres à peine présentes du cercle de famille. Phil, ayant dessiné une turbine, l'aiguisa à l'avion, le mécanisme d'une écrémeuse, ajouta sur les pales de son hélice les grands yeux ombrés qu'on voit aux ailes des pans du jour, quelques pattes délicates et des antennes. Puis il crassa un V majuscule et le déforma, jusqu'à ce qu'il ressembla, tout crayon bleu hidant, à un œil d'azur bordé de longs cils, l'œil de Vinca. Regarde, Vinca. Elle se pencha, posa sur le papier, sa main de sauvagesse, brune comme un bois dur, et sourit. Ce n'est pas raisonnable. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Cria monsieur Audebert. Les deux jeunes gens tournèrent vers la voix, un air de donnement un peu hautain. Rien, papa, dit Philippe. Des bêtises. J'ai mis des pattes à ma turbine pour qu'elle marche mieux. Ah, quand tu auras l'âge de raison, toi, je referai une croix à la Schmilib. Ce n'est pas 16 ans, c'est 6 ans qu'il a.
Finja et Philippe sourire avec politesse, et banir encore une fois de leur présence les êtres vagnes qui jouaient aux cartes ou rôdaient autour d'eux. Ils entendirent encore, comme au-delà d'un bourdonnement d'eau, quelques plaisanteries sur la vocation de Philippe, promis à la mécanique, et aux applications de l'électricité, sur le mariage avec un thème familier. Des rires s'élevèrent autour de la grande table, parce que quelqu'un avait parlé d'unir Philippe à Vinca. Ah, autant marier le frère et la sœur, et se connaissent bien trop. L'amour, Madame Ferret, ça vaut de l'imprévu de goût de foudre. L'amour est enfant de bohème. Marthe, ne chantez pas. Nous sommes si contents de tenir enfin le roi et le beau temps. Des fiançailles entre Vinca et lui. Philippe sourit, plein de pitié condescendante. Des fiançailles, à quoi bon? Vinca lui appartenait, comme il appartenait à Vinca. Sagement, ils ont déjà escompté combien de fiançailles officielles à lointaine échéance troubleraient leur monde passion. Ils ont prévu les plaisanteries quotidiennes, les intolérables rires, et aussi la défiance. Ils refermèrent ensemble, le judas par lequel, retranchés dans l'amour, ils communiquaient parfois avec la vie réelle. Ils envièrent pareillement la pérennité de leurs parents, leur facilité au rire, leur foi dans un avenir paisible. Comme ils sont gais, se dit Philippe, il chercha sur le front gris de son père la trace d'une lumière au moins d'une brûlure. Oh, décréta-t-il superbement, le pauvre homme n'a jamais aimé. Vinca fit un effort pour évoquer un temps où sa mère, jeune fille, souffrit peut-être d'amour et de silence. Elle lui vit des cheveux précocement blancs, un pince-nez d'or, et cette maigreur qui faisait de Mme Ferret une femme si distinguée. Vinca rougit, réclama pour elle seule la honte d'aimer le tourment du corps et de l'âme, et quitta les ombres vaines pour rejoindre Philippe sur un chemin où il cachait leurs traces et où il sentait qu'il pouvait périr de porter un butin trop lourd, trop riche et trop appundi. Chapitre 8. Au tournant de la petite route, Phil sauta à terre, jeta sa bicyclette d'un côté et son propre corps de l'autre, sur l'herbe crayeuse du talus. « Oh, assez, assez, on crève! Pourquoi est-ce que je me suis proposé pour porter cette dépêche aussi ?» De la villa à Saint-Malo, les 11 kilomètres ne lui avaient pas semblé trop durs. La brise de mer le poussait, et les 2 longues descentes plaquaient à sa poitrine diminuée une fraîche écharpe d'air agité. Mais le retour le dégoûtait de l'été, de la bicyclette et de l'obligeance. Août finissait dans les flammes. Philippe roula des 2 pieds dans une herbe jaune et lécha sur ses lèvres la poussière fine des routes sinueuses. Il tomba sur le dos, les bras en croix. La congestion passagère moignissait au-dessous de ses yeux, comme si sortait d'un combat de boxe. Et ses 2 jambes de bronze, nues, hors de la petite culotte sportive, comptaient, en cicatrices blanches, en blessures noires ou rouges, ses semaines de vacances et ses journées de pêche sur les côtes rocheuses. J'aurais dû emmener Vinca, ricana-t-il. Quelle musique! Mais un autre Philippe ennui. Le Philippe épris de Vinca. Le Philippe enfermé dans son précoce amour comme un prince orphelin dans un palais trop vaste. Répliqua au méchant Philippe. Tu l'aurais porté sur ton dos jusqu'à la villa si elle s'était plainte. Ce n'est pas sûr, protesta le méchant Philippe. Et le Philippe amoureux n'osa pas, cette fois, discuter. Il gisait au pied d'un mur, que des pins bleus, des trembles blancs couronnaient. Philippe connaissait la côte par cœur depuis qu'il savait marcher sur 2 pieds et rouler sur 2 roues. C'est Carana. J'entends le dynamo qui fait de la lumière. Mais je ne sais pas qui a loué la propriété cet été. Un moteur derrière le mur imitait au loin le claquement de l'ombre d'un chien haletant. Et les feuilles des trembles argentées se rebroussaient au vent, comme les petits flots de la rue. Apaisé, Phil ferma les yeux. « Vous avez bien gagné à Verdun Rochard, il me semble, monsieur Phil, » dit une voix tranquille. Phil, en ouvrant les yeux, vit au-dessus de lui, renversé comme dans un miroir d'eau, un visage de femme penché. Ce visage à l'envers montrait un menton un peu gras, une bouche rehaussée de rouge, le dessous d'un nez aux narines serrées et irritables, et 2 yeux sombres qui, vus d'en bas, affectaient la forme de 2 croissants. Tout le visage, couleur d'ombre claire, souriait, avec une familiarité point amicale. Philippe reconnut la dame en blanc. On lisait avec son auto dans le chemin des Ouémaux. La dame qui l'avait questionné en le nommant d'abord « Hé, petit », puis « Monsieur ». Il bondit sur ses pieds et s'éleva de son lieu. Elle s'appuyait sur ses bras croisés, nue hors de sa robe blanche, et le toisait de la tête aux pieds comme la première fois. « Monsieur », interrogea-t-elle gravement, « est-ce par vœu ou par inclination que vous ne portez pas de vêtements ou si peu ?» Le sang rafraîchi remonta d'un flot aux oreilles, aux joues de Philippe, et redevint brûlant. « Mais non, madame » cria-t-il d'un ton aigre. « C'est parce que j'ai dû porter au télégraphe la dépêche au client de papa. Il y avait personne de près à la maison.
On ne pouvait pourtant pas envoyer Vinka ou Lisette par ce temps-là. Ne me faites pas de scène, dit la dame en blanc. Je suis extrêmement impressionnable. Pour un rien, je fous en larmes. Ces paroles et son regard impassible, où flottait un arrière-sourire, blessèrent Philippe. Il saisit sa bicyclette par le lido, comme on relève rudement par le bras un enfant qui vient de tomber, et voulut se mettre en selle. Prenez un verre d'orangeade, monsieur Finn, je vous assure. Il entendit grincer une grille à l'ombre du mur, et cette tentative de fuite le mena juste devant une porte ouverte. Une allée d'hortensia rose, apoplectique, et la dame en blanc. Je m'appelle madame Dalloret, dit-elle. Philippe au père, dit Fille précipitamment. Elle esquissa un geste d'indifférence et fit oh, qui signifiait ça ne m'intéresse pas. Elle marchait près de lui et subissait sous broncher le soleil sur ses cheveux noirs tirés et brillants. Il se mit à souffrir de la tête et se crut insolé, retrouvant, auprès de madame Dalloret, cet espoir, cette appréhension d'un évanouissement qui nous délivrait de penser de choisir et d'obéir. « Totot, l'orangeade !» cria madame Dalloret. Fit tressaillit réveillé. « Le nouvel se dit-il, il n'est pas très haut, je saute et... » Il se retint d'achever mentalement. « Et je suis sauvé !» Pendant qu'il gravissait derrière la robe blanche, un perron émouissant, il appela à lui toute l'insolence de ses 16 ans. « Quoi, elle ne me mangera pas, si elle tient absolument à la placer sous l'orangeade. » Il entra, et crut perdre pied en pénétrant dans une pièce noire, fermée aux rayons et aux mouches. La basse température qu'entretenait persienne et rideaux tirés lui coupa le souffle. Il heurta du pied un meuble mou, chut sur un coussin, entendit un petit rire démoniaque venu d'une direction incertaine, et faillit pleurer d'angoisse. Un verre glacé toucha sa main. « Ne buvez pas tout de suite, » dit la voix de madame Dalloret. « Tot, tu es folle d'avoir mis de la glace, la cave est assez froide. » Une main blanche plongea 3 doigts dans le verre et les retira aussitôt. Le feu d'un diamant brilla, reflété dans le cube de glace que serraient les 3 doigts. La gorge serrée, Philippe but, en fermant les yeux, 2 petites gorgées, dont il ne perçut même pas le bout d'orange acide. Mais quand il releva les paupières, ses yeux habitués discernèrent le rouge et le blanc d'une tenture, le noir et l'or assourdi les rideaux. Une femme qu'il n'avait pas vue disparut, emportant un plateau tintant. Un ara, rouge et bleu sur son perchoir, ouvrit son aile avec un bruit d'éventail pour montrer son aisselle, couleur de chêne émue. « Il est beau, » dit Fille d'une voix enrouée. « D'autant plus beau qu'il est muet, » dit madame Dalloret. Elle s'était assise assez loin de Philippe, et la fumée verticale d'un parfum qui brûlait, répandant hors d'une couple l'odeur de la résine et du géranium, montait entre eux. Philippe croisa l'une sur l'autre ses jambes nues, et la dame en blanc sourit, pour accroître la sensation de son tout cauchemar, d'arrestation arbitraire, d'enlèvement équivoque, qui ôtait à Philippe tout son sang-froid. « Vos parents viennent tous les ans sur la côte, n'est-ce pas ?» dit enfin la douce voix virile de madame Dalloret. « Oui, » soupira-t-il avec accablement. « C'est d'ailleurs un charmant pays que je ne connaissais pas du tout. Une Bretagne modérée, par caractéristique, mais reposante. Et la couleur de la mer y est incomparable. » Philippe ne répondit pas. Il tendait le reste de sa lucidité qu'à son propre épuisement progressif, et s'attendait à entendre tomber sur le tapis, régulière étouffée, les dernières bouts d'un sang qui quittait son cœur. « Vous l'aimez, n'est-ce pas ?»« Qui ?» dit-il au sursaut. « Cette côte cancalaise ?»« Oui. »« Monsieur Phil, vous n'êtes pas souffrant, non ? Bon, je suis une très bonne garde malade d'ailleurs. Mais par ce temps-là, vous avez 1000 fois raison. Mieux vaut se taire que de parler. Taisons-nous donc. Je n'ai pas dit ça. » Elle n'avait pas fait un mouvement depuis leur entrée dans ma pièce obscure, ni risqué une parole qui ne fût parfaitement banale. Pourtant, le son de sa voix, chaque fois infligeait à Philippe une sorte inexprimable de traumatisme, et il reçut avec terreur la menace d'un mutuel silence. Sa sortie fut piteuse et désespérée. Il heurta son verre en un fantôme de petite table, proféra quelques mots qu'il n'entendit pas, se mit debout, gagna la porte en fendant des vagues lourdes et des obstacles invisibles. Il retrouva la lumière avec une aspiration d'acidifié. « Ah !» dit-il à demi-voix, et il précède d'une main pathétique cette place du sein où nous croyons tout bas notre cœur. Puis il reprit doucement conscience de la réalité, rit d'un rire niais, secoua cavalièrement la main de madame Dalloret, reprit sa bicyclette et partit. En haut de la côte, il trouva Vinka inquiète, qui l'attendait. « Mais qu'est-ce que tu as fait si longtemps, Phil ?» Il baisa, à travers les paupières qui bleuissaient la couleur des prunelles, les charmants yeux bleus de sa petite amie, et répondit avec exubérance. « Ce que j'ai fait? Mais tout, voyons. J'ai été attaqué à un tournant, enfermé dans une cave, abreuvé de narcotiques puissants, il est tout nu à un poteau fustigé, mis à la question.
Vinca riait, appuyé à son épaule, tandis que Philippe secouait la tête pour détacher de ses cils 2 larmes de l'énervement et qu'il pensait « Si elle savait que c'est la vérité, ce que je lui raconte. » Chapitre 9. Depuis que Madame Dallorène lui avait offert un verre d'orangeade, Phil sentait sur ses lèvres et contre ses amygdales le choc, la brûlure de la boisson glacée. Il s'imaginait aussi qu'il n'avait bu de sa vie, il boirait désormais une orangeade aussi amère. Et pourtant, au moment où je l'ai bu, je n'aurais pas senti le goût. C'est après, longtemps après. Cette visite, qui cachait à Vinca, formait dans sa mémoire un point battant et sensible, tant il précipitait ou calmait à son gré la fièvre bénigne. La vie de Philippe appartenait toujours à Vinca, à la petite amie de son cœur, née tout près de lui 12 mois après lui, attachée à lui comme une jumelle à son frère jumeau, anxieuse comme une amante qui doit demain perdre son amant. Mais le rêve ni le cauchemar ne dépendent de la vie réelle. Un mauvais rêve, riche d'ombre glaciale, de rouge chaud, de velours noir et or, empiétait sur la vie de Phil, diminuait, au saignement d'Enkips, les heures normales du jour. Depuis que dans le salon de Carana, par un après-midi torride, il avait bu le verre d'orangeade versé par la périlleuse et grave d'amant blanc. Le feu du diamant au bord du verre, luttait de glace, étincelant entre 3 doigts pâles. L'arabe louis rouge, muet sur son perchoir, et son aile doublée d'un plumage blanc, rosé comme le chat de pêche. L'adolescent doutait de sa mémoire, en ressassant ces images d'un coloris brûlant et faux, décoré peut-être par le sommeil, qui force jusqu'au bleu le vert des feuillages et donne à certaines nuances l'accent d'un sentiment. Il avait rapporté de sa visite aucun plaisir. Le souvenir même du parfum, qui fumait dans une coupe, paralysait un temps son appétit, lui affligeait les aberrations nerveuses. « Tu ne trouves pas, Vinca, que les crevettes sentent le bain joint aujourd'hui? » Plaisir, l'entrée dans le salon fermé, le tâtonnement contre les obstacles mous et veloutés. Plaisir, l'évasion maladroite, le soleil en chape soudaine sur les épaules. Non, non, rien de tout cela ne ressemblait au plaisir, que plutôt au malaise, au tourment d'une dette. « Je lui dois une politesse, » se dit Philippe un matin. « Rien ne m'oblige à passer pour un mufle. Il faut que je dépose des fleurs à sa porte et après je n'y bosserai plus. » Mais quelles fleurs? Les reines marguerites du potager et les meufriers de velours lui parurent méprisables. Août finissant, défleurissaient les chèvrefeuilles sauvages et les Dorothy Perkins enroulés au tronc des trembles. Mais un creux de dune entre la villa et la mer, empli jusqu'au bord du chardon de sable, bleus dans leurs fleurs, mauves au long de leurs tiges cassantes, méritait de s'appeler le miroir des yeux de Vinca. Des chardons bleus, j'en ai vu dans un vase de cuivre chez Madame Dallorène. Au frotton des chardons bleus, je les accrocherai à la grille, je n'en ferai pas. Il attendit, avec la sagacité de ses 16 ans. Le jour où Vinca, fatigué, un peu malade, languissante et hérissée, une marge mauve sous ses yeux bleus, s'étendit à l'ombre, refusa le bain et la promenade. Il coupa et bottela secrètement les plus beaux chardons, en se blessant furieusement les mains à leur feuillage de fer. Il partit sur sa bicyclette, par un beau temps breton, qui voilait de brume la terre, et mêlait de la mer un lait immatériel. Il roula, gêné par un pantalon de toile blanche et son plus beau veston de gros jersey, jusqu'au mur de Carana, marcha courbé vers la grille et voulut jeter dans le jardin ses bottes de chardon. Comme il se fut délivré d'une pièce à conviction, il médita son geste, repéra l'endroit où le bureau d'enceinte touchait presque la villa, fit tourner son bras en front et le bouquet vola dans l'air. Philippe entendit un cri, des pas sur le gravier et une voix étouffée de colère qu'il reconnut cependant. Si je tenais l'idiot qui a fait ça! Se sentant insulté, il renonça à la fuite. Et la dame en blanc irritée le trouva près de la grille. Elle changea de figure en le voyant. Des noix et sourcils joie, haussa les épaules. « J'aurais dû m'en douter, dit-elle, ce n'est pas très malin. » Elle attendit une excuse qui ne vint pas, car Phil, occupé à la regarder, la remercia vainement lui-même d'être encore une fois vêtue de blanc, et le visage rehaussé discrètement de rouge aux lèvres, de bistre en halo autour des yeux. Elle porta une main à sa joue. « Tenez, je saigne. »« Moi aussi, » dit Philippe froidement, et il tendit ses mains blessées. Elle se pencha, écrasa sous son poing une petite perle de sang sur la paume de Phil. « Vous les avez cueillis pour moi ?» demanda-t-elle avec nonchalance. Il ne répondit qu'un signe, se gourmandant de manifester à une femme aimable et bien élevée des façons de rustre. Mais elle n'en paraissait pas fâchée ni surprise. « Vous voulez entrer un moment ?» Il répondit de la même manière, et sa muette protestation, qui volait ses cheveux autour de son visage, embellie d'une sévérité étrange et privée de toute autre expression. Il sauta un bleu indicible,
Je les planterai dans mon brasero de cuir. Le visage de fille se détendit un peu. Je le possède, dit-il, ou bien dans un pot de craie gris. Oui, si vous voulez, dans un pot de craie gris. Une sorte de docilité dans la voix de Madame Dalleret émerveilla Philippe. Elle s'en aperçut, le regarda dans les yeux, reprit son sourire aisé et presque masculin, et changea de ton. Dites-moi, monsieur Phil, une simple question. Ces beaux charbons bleus, vous les avez cueillis pour moi, pour me faire plaisir? Oui, c'est charmant, pour me faire plaisir. Mais avez-vous pensé plus vivement à mon plaisir de les recevoir? Comprenez-moi bien, qu'à votre plaisir de les cueillir pour moi et de me les offrir? Il écoutait mal, et la regardait parler comme un sourd muet. L'esprit attaché à la forme de sa bouche et au battement de ses cils. Il ne comprit pas, et répondit au hasard. Je pensais que ça vous serait agréable, et puis, vouliez faire de l'orangeade? Elle retira sa main, qu'elle avait posée sur le bras de Phil, et ouvrit pour rond le battant à demi fermé de la grille. Bien, mon petit, il faut vous en aller, et ne plus revenir ici. Comment? Personne ne vous a demandé de m'être agréable. Quel était donc l'obligeant souci qui vous amène aujourd'hui à me bombarder de charbon bleu? Adieu, monsieur Phil, à moins que... Elle appuyait son front hardi, à la grille promptement refermée entre eux. Et toi et Philippe, immobile sur la petite route, à moins qu'un jour, je ne vous retrouve à cette place, revenu non pour payer la bouteille épineux ou une orangeade, mais pour une autre raison. Une autre raison? Comme votre voix ressemble à la mienne, monsieur Phil. Cette fois-là, nous verrons si mon agrément est en jeu ou le vôtre. Je n'aime que les mendiants et les affamés, monsieur Phil. Si vous revenez, revenez à main tendue. Allez, allez, monsieur Phil. Elle quitta la grille et Philippe s'en alla. Chassé et même banni, il ne portait pourtant qu'une fierté d'homme. Et dans ce souvenir, l'arabesque noire de la grille couronnait, comme une branche de viande, un visage féminin, tatoué sur la joue d'un signe de sang frais. Fin de la section 3.